Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine, Chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Et vous êtes toujours sur Radio Anthropocène qui émet depuis la Cité des Halles à Lyon. Ce mercredi de l'Anthropocène que nous ouvrons inaugure la saison du printemps 2023. Au programme, un échange qui portera sur la question du travail. L'idée est de comprendre comment le travail est mis en question par l'Anthropocène d'une part et comment l'Anthropocène est travaillé par ces enjeux laborieux de l'autre. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir deux invités pour l'heure qui vient. Dominique Méda, professeure de sociologie et directrice de l'IRISO, où les travaux sont centrés sur la sociologie des mondes économiques et de l'analyse de l'action publique. Bonsoir Dominique Méda. Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie. Et Julien Rivoire qui est syndicaliste et militant altermondialiste, investi dans le mouvement climat avec la volonté de tisser des ponts entre les mouvements syndicaux et les associations et mouvements écologistes. Bonsoir Julien Rivoire. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Une première question pour réfléchir ensemble peut-être à l'avenir des modalités de défense de l'emploi à l'heure de l'urgence écologique. Julien Rivoire, comment les corps intermédiaires se saisissent aujourd'hui de cette question écologique ? Et pour cela, excusez-moi, je suis désolé, je vais juste rappeler que vous avez été l'une des chevilles ouvrières de l'Alliance écologie et sociale avec Plus Jamais Ça, et que si vous pouvez revenir sur ce moment en particulier. Très bien. Si on parle de corps intermédiaires en entendant syndicalisme, ce que je pense être sous-jacent dans votre question, peut-être un point de départ, mais si je développerai pas du tout cela, mais pour aller à l'encontre d'une idée peut-être trop souvent véhiculée, le syndicalisme s'est approprié en tout cas des questions écologistes bien en amont de la question climatique, via la question de la santé au travail, la question du cadre de vie. Alors là, je renvoie à des travaux très intéressants de Renaud Bécaud qui permettent, je pense, d'aller à l'encontre d'un certain nombre d'idées préconçues. Pour autant, on le sait, et je pense c'est pas, j'enfonce une porte ouverte en disant que le syndicalisme a pu véhiculer aussi un fond productiviste très important, avec peut-être aussi une forme de désintérêt pour, le travail réel, son sens, en mettant fortement l'accent sur des enjeux de conditions au travail, d'organisation du travail, de valorisation du travail via le salaire, avec des luttes pour le partage de la valeur ajoutée, des luttes essentielles et qui doivent demeurer, mais peut-être effectivement en ne prenant pas suffisamment à bras le corps des enjeux écologistes liés et qui interrogent la question de la production, de son sens, etc. Bon, alors comment aujourd'hui les organisations syndicales prennent cela ? Moi, je pense qu'il y a un préalable, il y a des choses qui se passent, qui bousculent l'ensemble de notre société et y compris des vieilles institutions comme le syndicalisme, et avec des mouvements sociaux qui ont percuté, et je pense que l'émergence d'une génération climat avec des manifestations monstres, etc., a accéléré une prise en compte des enjeux qui s'est fait via la question climatique à l'échelle internationale lors des COP. On a vu des syndicats et des syndicalistes dès 2009 à Amsterdam, mais même à Paris au moment de la COP 21, une présence pas symbolique mais minimale des organisations syndicales. Je crois que ça a bousculé, en tout cas ça a bougé avec l'émergence du mouvement climat et ces grandes manifestations. Les organisations syndicales, je suis syndicaliste à la FSU, qui est une organisation syndicale essentiellement dans la fonction publique, donc avec un certain nombre de limites, mais connaissant effectivement bien ces questions-là, j'ai l'impression qu'on a construit peut-être en deux temps cette appropriation. Il me semble que les questions climat nous ont permis
de nous approprier des enjeux assez généraux qui nous permettent aujourd'hui peut-être de tirer des fils allant au-delà des enjeux climatiques et en intégrant des grandes alliances. Alors ça a été des alliances au moment des COP, ça a été la construction de l'Alliance écologique et sociale, le Plus Jamais ça, regroupant des organisations syndicales et des associations. Il y a aussi une autre alliance, on pourrait revenir sur pourquoi deux alliances, mais qui est le pacte pouvoir de vivre avec autour de la CFDT et de la FNH, côté écolo. Ces alliances, je pense, permettent aux organisations syndicales, mais aux organisations écologistes aussi, de partager des compétences, de partager aussi une compréhension commune, d'élaborer des éléments de compréhension commune et de faire bouger des lignes. Il y a un enjeu, et je m'arrêterai là pour ce premier point, il y a, je crois, un enjeu aujourd'hui pour les organisations syndicales à aller au-delà, à faire perdurer ces alliances, ces cadres collectifs, malgré toutes les difficultés que ça pose, mais aller au-delà et réussir à intégrer aussi dans son activité quotidienne les questions écolo, la préoccupation écologique dans son activité quotidienne syndicale. Bon, voilà. Je développerai si vous le souhaitez. Non, je voulais justement rebondir sur ce que vous venez de dire, Julien Rivoire. Vous avez dit le fond est bousculé par des enjeux qui arrivent, qui arrivent de plusieurs endroits différents, que ce soit les questions féministes, les questions environnementales, les régimes de crise successifs, etc. Mais est-ce que justement la question syndicale, l'organisation syndicale réfléchit à être dans un amont, c'est-à-dire dans un état d'observation du monde en train de muter, et donc de pouvoir pas anticiper, mais en tout cas explorer plusieurs pistes qui permettent, on va dire, d'être intégratives vis-à-vis de sujets qui arrivent. Est-ce que c'est des choses qui se réfléchissent en ces termes? Alors, les organisations syndicales ont une difficulté, me semble-t-il, à être en avance sur leur temps. Et c'est un syndicaliste qui le dit. Mais je crois pour une raison logique, c'est que c'est des grandes institutions, parfois un peu lourdes, voilà. Et donc on a à l'intérieur de ces institutions des espaces qui permettent d'essayer de réfléchir sur le monde qui vient. Mais le syndicalisme est aussi pris par le quotidien, et donc il y a cette tension en termes de temporalité pour un syndicaliste qui s'inscrit dans une expression de la double besogne qui est d'agir au quotidien pour la défense des droits, de nos droits, des conditions de travail, etc. Et d'élaborer et d'aller vers un monde débarrassé des oppressions, d'exploitation, etc. Bon, cette articulation, elle va pas de soi au quotidien. Voilà. Non, mais on sent bien l'épaisseur, l'intensité de la tâche à mener. Je pense qu'on parlera un peu plus tard de la question de, justement, peut-être d'une forme d'agilité, de différentes nouvelles formes d'engagement et de combat, hein, parce qu'il s'agit de combat. Dominique Méda, j'ai une question pour justement cette question de la place des corps intermédiaires et notamment durant les années Macron. Vous avez écrit « C'était les années Macron ». C'est encore les années Macron, donc oui. Il a de beaux jours, en tout cas quelques jours encore. Et donc, justement, quelle est la place des corps intermédiaires dans ces années Macron, en tout cas celles qui sont échues? Écoutez, ça a mal commencé, puisque ça a commencé en 2017 par les ordonnances travail. C'était déjà des ordonnances qui avaient
prétendument pour but de fluidifier le dialogue social. Et peut-être vous vous souvenez, parce que tout ça c'était il y a assez longtemps, mais qui ont revu le barème des indemnités de licenciement, qui ont fusionné les institutions représentatives du personnel, qui ont supprimé 4 critères de pénibilité sur 10. Donc ça n'a pas très bien commencé. Ça, c'est et moins d'ailleurs, qu'on puisse dire, oui. Dans le sens des améliorations, puisqu'on est d'accord, je pense, autour de la table pour tous dire qu'on veut aller dans le même sens. Bien sûr, bien sûr. Donc, non, mais qu'est-ce que ça a fait quand ces ordonnances ont été évaluées? On a vu très clairement qu'elles avaient entraîné un affaiblissement du dialogue social. Et puis, je crois qu'on peut dire que Emmanuel Macron, il appartient. Pour moi, c'est un peu un homme du passé. Il appartient au vieux monde, c'est-à-dire il appartient au consensus de Washington. Peut-être vous vous souvenez que les chercheurs, ils aiment bien faire des espèces de classifications comme ça. Alors, il y a eu le consensus de Philadelphie en 1944, où en fait, les acteurs principaux, c'est précisément les syndicats, c'est l'importance du salariat, on espère le développement de la sécurité sociale, des règles de droit protégeant le contrat, etc. Et puis tout ça va être balayé dans les années 80 par le consensus de Washington, où tout ça en effet est remis en cause, et où finalement va se mettre en place une sorte de configuration dans laquelle toutes les règles, et parmi les règles, on met le SMIC, on met l'indemnisation du chômage, toutes les institutions, on met les règles protectrices du contrat de travail, et on met aussi les syndicats. Tout ça est considéré comme entravant les entreprises dans dans la compétition mondiale qu'elles ont, dans laquelle elles se retrouvent. Et donc, c'est un petit peu Laurence Parisot qui racontait ça le mieux. Elle disait que les entreprises françaises, elles étaient comme avec un sac à dos plein de pierres, et qu'elles étaient entravées dans leur course à la compétitivité. Et je pense que Emmanuel Macron, comme beaucoup d'énarques, de hauts fonctionnaires, de responsables politiques, il est dans ce consensus de Washington, qui est un consensus aujourd'hui dont on a démontré la grande faiblesse, les conséquences désastreuses, et dont il faut absolument qu'on se débarrasse. Je pense qu'il faut qu'on invente précisément un 3e consensus qui nous permettrait de tenir ensemble la question écologique et la question sociale, comme on a commencé à le dire dans cette conversation à plusieurs. Donc voilà, je pense que et d'ailleurs Emmanuel Macron, il l'a confirmé récemment, il a dit qu'il aimait pas du tout le corporatisme. Donc je pense que pour lui, comme pour beaucoup de responsables politiques et de personnes qui appartiennent à ce consensus de Washington, les syndicats, c'est quelque chose qui appartient au passé et qui ralentissent le bon fonctionnement de l'économie, et donc dont il faut réduire la place. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'en plus d'avoir ce poids du consensus de Washington dont vous parlez, il n'est pas en plus dans cette difficulté, comme beaucoup d'autres, et notamment d'une génération plus âgée que la sienne, parce que je rappelle que c'est quelqu'un de jeune. Alors après, on pourrait discuter de quand on est jeune, à quel moment on est jeune, mais alourdi par une impossibilité de faire le deuil des 30 Glorieuses, c'est-à-dire le deuil des notions de modernité, de progrès, de la croissance. Oui, en fait, d'une certaine manière, je préférais les 30 Glorieuses, parce que non, mais au moins c'était clair. Et dans ce que disait Julien Rivoire tout à l'heure, je pensais en effet que c'est vrai, les syndicats, ils ont porté cette croyance dans le progrès, dans la productivité, dans ce que racontait Jean Fourastier, c'est-à-dire que le cœur du progrès, c'est le progrès technique et c'est la productivité, et donc il faut produire toujours plus. Que une part va revenir aux salariés, et donc on va voir comme ça monter les niveaux de vie, c'est la croyance à la croissance. Donc voilà, on peut pas non plus complètement jeter les 30 Glorieuses, même si on sait que les 30 Glorieuses, ça a été aussi ce moment très particulier de l'Anthropocène qui s'appelle la grande accélération. Et c'est pour ça que les syndicats, en effet, souvent, ils sont rattachés à cette époque-là. Mais moi, je me demande si cette époque n'était pas encore plus intéressante quand même que celle dans laquelle on est tombé après, qui là veut balayer
la totalité des acquis sociaux, hein, au nom d'une sorte de conception, alors sans corps intermédiaire aucun, il doit rien avoir entre l'État et les individus. Et surtout, je reprends cette comparaison à Michel Foucault, qui a magnifiquement étudié ça dans ses études sur la naissance de la biopolitique. Hein. On a un État qui protège le marché, qui est mis au service du marché finalement. D'accord. Et pour poursuivre sur cette dynamique des modalités de représentation de la société à travers des corps intermédiaires, j'aimerais peut-être vous entendre sur la tendance récente à une forme de diversification des formes d'action et d'engagement. On l'a vu, les modalités par lesquelles on observait une médiation et une figuration du politique, elles ont été largement recomposées. Ça a été le cas lors du mouvement des Gilets jaunes ou même à travers les événements récents de Sainte-Soline qui sont portés par un mouvement qui est les soulèvements de la terre. Est-ce que vous pensez que ce soit, que ce sont ces mêmes acteurs, ces mêmes corps intermédiaires qui peuvent encore aujourd'hui porter ces combats pour penser la question environnementale et celle du travail? Ça s'adresse à qui la question ? L'un ou l'autre des intervenants, celui qui le souhaite. Je laisse mon collègue commencer. Je commence, merci. Mais peut-être, moi, j'ai tendance à me prémunir de toujours penser que ce qui arrive nous est nouveau. Bon, je citais Renaud Bécaud sur la question du syndicalisme et de l'écologie. Sur les mouvements sociaux, on pourrait aller voir, il y a une littérature là-dessus. Hein. Lilian Mathieu, par exemple, qui est lyonnais aussi d'ailleurs, a montré aussi qu'il y avait un certain nombre d'émergence de nouveaux mouvements, mais avec ce qui était nouveau pouvait se retrouver il y a plus d'un siècle dans certaines expériences. Ceci étant dit, je trouve que l'exemple de Sainte-Soline et de la lutte sur les bassines est justement intéressante parce que si on parle beaucoup là cette semaine des soulèvements de la terre, qui est une des composantes de la mobilisation elle a mis en mouvement plusieurs composantes. Il y a un bon article sur Contretemps là, qui vient d'être un entretien qui est assez intéressant à ce propos et qui donne la parole au soulèvement de la terre et qui montre combien la place de la Confédération paysanne, qui est une organisation syndicale, qui a une histoire, c'est pas un nouveau mouvement, est essentielle dans ce mouvement, tant par ce que ça dit du rapport au territoire, ce que ça dit du rapport aussi à l'activité productive réelle qui est questionnée par les bassinés, à savoir l'agriculture. Voilà. Et puis on a une autre composante qui est bassine non merci. Et après, moi, je finirai là-dessus sur toujours sur les bassines, par le récit de la mobilisation. Moi, j'ai pas pu aller à la dernière mobilisation, mais juste celle d'avant, et c'était le cas encore cette fois-ci, c'est que on a, contrairement à Notre-Dame-des-Landes, des alliances assez larges. Le camion en octobre de la Sono, c'est la petite histoire, mais c'était le camion de la CGT locale avec des drapeaux de la Confédération paysanne, de la CGT, de la FSU, de Solidaire, c'est-à-dire une implication du syndicalisme traditionnel, ancien, aux côtés de mouvements plus jeunes, etc. Et il y a quelque chose d'assez intéressant aussi parce que dans ce mouvement, on retrouve quelque chose qui était on discutait beaucoup au début du mouvement altermondialiste, qui était le respect des diversités tactiques, et qui permet, semble-t-il, en tout cas on le voit là, la possibilité d'agréger, d'élargir la base sociale et le mouvement. Donc oui, il y a des formes d'action. Il y a une génération qui émerge et qui se politise et qui prend en charge son mais je crois que davantage que du nouveau, il me semble qu'il y a des articulations, des hybridations qui sont intéressantes et qu'il faut essayer de nourrir parce que justement, ça permet d'articuler aussi, là sur l'exemple de Sainte-Soline et la Confédération paysanne, on voit bien que la question du travail, d'ailleurs, est assez présente, la question du travail agricole est assez présente dans cette mobilisation. Dominique Méda, une réaction, oui, peut-être.
Oui, oui, mais je suis assez d'accord. J'ai l'impression que là, grâce à cette lutte contre la réforme des retraites, il est quand même en train de se passer des choses rudement intéressantes. D'abord, quand même, cette unité syndicale qui fait quand même du bien, hein, et on voit bien que les syndicats sont plus forts quand ils sont proches comme ça, et même si un certain nombre de personnes parient sur l'éclatement de l'intersyndicale, ça n'a pas l'air d'être le cas, hein. Donc ça, c'est très intéressant. Aussi, ce mélange dans les mouvements, en effet, que j'ai aussi constaté, hein, à la fois des jeunes et des syndicats. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on dit souvent que les jeunes ne sont pas intéressés par les syndicats, ils sont intéressés par des modes d'action radicalement différents. Or là, ce qu'on voit quand même dans les manifestations, ce sont des jeunes qui sont présents, mais ce sont des jeunes qui constatent quand même la puissance du mouvement syndical. Parce que dans les manifestations, très clairement, les gros bataillons sont forgés, amenés par les syndicats. Et je trouve qu'à l'intérieur des cortèges, ce mélange est quand même extrêmement intéressant. Il poursuit en quelque sorte les efforts qui ont été faits ces dernières années dont on a déjà parlé, hein, avec Plus jamais ça, avec le rapprochement de la question sociale et de la question écologique. C'est vrai que longtemps, les syndicats, une partie des syndicats ont été méfiants vis-à-vis du mouvement écologiste. C'est des gens qui se parlaient pas beaucoup. Puis il y a eu quand même pas mal de nouvelles opérations intéressantes. Alors là, on a, je sais pas si vous avez entendu la nouvelle secrétaire nationale de la CGT, Sophie Binet, interrogée l'autre jour sur justement Plus jamais ça. Apparemment, il y a des tensions autour de cette question. Il y a eu des tensions évidemment autour du nucléaire, mais je pense que le mouvement syndical et le mouvement écologiste auraient tout intérêt à vraiment travailler ensemble sur la question, moi qui me paraît vraiment centrale, hein, qui est celle de j'appelle ça la reconversion écologique, mais la reconversion de l'emploi. C'est-à-dire que si on ne prend pas cette question suffisamment au sérieux, on risque d'avoir une désindustrialisation, une étape massive encore de désindustrialisation. Et là, il ne faut pas du tout qu'on ait des intérêts opposés entre les écologistes et les syndicats. Il faut au contraire qu'on pense ensemble la manière dont on va anticiper ce qu'on doit appeler des restructurations, hein, pour qu'elles se passent au mieux. Parce que moi, je pense que on a vraiment avec la reconversion écologique une opportunité à la fois de créer des emplois et de changer le travail. Mais ça ne se fera que si on porte de façon très puissante et ferme un véritable programme, un plan. Il faut clairement un plan, il faut un véritable commissariat général au plan qui soit capable de mettre autour de la table les régions et les partenaires sociaux, et il faut qu'on développe une politique industrielle y compris de relocalisation, mais qui nous permettent de penser au mieux et de conduire au mieux la manière dont on va reconvertir un certain nombre d'emplois dans des secteurs qui vont devoir être réduits, voire fermés, vers d'autres secteurs. Et peut-être poursuivre un peu la réflexion sur les résultats finalement qu'on peut espérer du type de mobilisation qu'on observe depuis bientôt 2 mois et du portage jusqu'à maintenant. Donc on l'a salué, on l'a souligné. Il est nécessaire de penser cette articulation entre les syndicats, les mouvements plus écolos, etc. Et finalement, le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a des millions de Français qui ont marché dans la rue date après date, et que le pouvoir, l'État, s'est réfugié dans une forme de déni et voilà, il n'y a pas tellement de résultats. De refus. Et dans un autre registre, on l'a vu, un mouvement plus spontané tel que les Gilets jaunes, qui n'avait pas de figuration, qui n'avait pas d'incarnation politique au sens partisane ou quoi que ce soit, lui a obtenu des résultats. Donc en termes de stratégie d'action, comment penser une action qui permette d'infléchir le pouvoir aujourd'hui et ses stratégies? Il a quand même obtenu quelque chose au bout d'un certain temps, au bout d'un très long temps. C'est-à-dire que là encore, le pouvoir a été sourd pendant un temps extrêmement long. Enfin, déjà, le pouvoir s'y était très mal pris en n'accompagnant pas de façon
suffisante l'augmentation des taxes. Ça, c'était vraiment une folie. Mais après, il a attendu quand même un certain nombre de destructions et de violences avant de céder. Et là, on a bien l'impression que c'est en train de recommencer, c'est-à-dire que les gens se disent, puisqu'on n'a rien obtenu par le calme et la manifestation pacifique, bon, ça Laurent Berger l'a assez répété, alors on va s'en remettre à la violence. Donc, espérons en effet qu'il ne faille pas attendre qu'arrivent des choses encore une spirale de violence bien pire avant que le pouvoir se décide à retirer cette loi. Et je rajouterais que même si effectivement politiquement, je crois que le mouvement des Gilets jaunes aussi a montré des choses que le syndicalisme, il faut y revenir sur aussi les difficultés ou les impensés du syndicalisme ou nos difficultés syndicales à être sur l'ensemble des territoires et notamment des territoires DDC. Sur la victoire, il faudrait peut-être il y a une victoire politique, voilà, parce que Macron déclare, lui, est obligé effectivement d'apparaître comme cédant. Par contre, prenons la mesure aussi des types de mesures, des types de décisions politiques qui sont prises. Si je ne me trompe pas, les décisions d'Emmanuel Macron suite au mouvement des Gilets jaunes conduisent à des baisses de recettes ou en tout cas à affaiblir la sécurité sociale, ou qui autrement n'interroge pas quelque chose qui est fondamental chez Macron, à savoir la répartition des richesses. On est là sur un mouvement sur les retraites avec une difficulté, une difficulté, en tout cas un niveau d'affrontement qui est forcément très élevé, parce que on pointe, je pense, avec ce mouvement, quelque chose qui est central pour Emmanuel Macron, qui est son refus total de toucher à la question, d'interroger la question du partage inégalitaire des richesses dans ce pays. Oui, ça c'est le sujet de fond. Et puis après, on pourrait parler, mais c'est pas l'objet de notre heure, de la méthode, et donc de ce que peut déclencher le fait de ne pas passer au vote, de choisir d'autres voies et l'enchaînement auquel on assiste, qui est quand même, je trouve, d'une tristesse absolue. Mais avant cela, pour bifurquer un tout petit peu, on aimerait parler de la question des valeurs du travail. Dominique Méda, comment on en est arrivé? Alors, j'interroge un pas de temps un peu long, mais vous saurez le dire de manière concise. Comment on est arrivé à ce moment de l'histoire, de la société, où finalement, et peut-être ça a toujours été le cas, ces métiers dits utiles au beau fonctionnement du général de la société sont aussi finalement dévalorisés, et à la fois sur le plan économique, bien sûr, et à la fois sur le plan symbolique. Et on l'a bien vu avec la pandémie, les gens ont vu, ou la grève des éboueurs aujourd'hui à Paris, ou les infirmières que l'on saluait pendant la pandémie. Voilà, ces gens tout le monde s'est habitué à ce qu'ils soient là, on ne les voit pas, ils sont discrets, ils partent tôt le matin, ils rentrent tard le soir, et tout va bien, les rues sont propres. Ça a toujours été le cas. La dévalorisation des métiers, alors des métiers féminins, en tout premier lieu, bien sûr, puisque on considère que les métiers féminins, c'est en quelque sorte un prolongement du travail domestique, que le travail domestique, comme vous le savez, vaut zéro, vaut pour zéro dans le PIB, il compte pour rien. Et donc, vous savez, ce sont toutes ces recherches, je pense aux travaux de Rachel Silvera, de Séverine Lemierre, de Christelle Avril, qui nous montrent que si les compétences féminines sont peu rémunérées, c'est parce qu'on considère qu'elles sont naturelles, qu'elles n'ont pas besoin de développer une technicité supplémentaire, et donc il n'y a pas besoin de les rémunérer, puisque il n'y a pas de dimension supplémentaire, et qui montre également que les métiers féminins sont répartis sur un petit nombre de catégories dans les grilles, contrairement aux métiers masculins qui vont offrir une plus grande diversité et qu'on va pouvoir coter différemment. Et de ce fait, un certain nombre de propositions consistent tout simplement à revoir les classifications, les cotations de ces métiers en profondeur. Donc, métiers féminins, métiers sales, on connaît tous les travaux qui nous montrent que les métiers sales sont en effet bien souvent, alors invisibilisés évidemment, mais sous-payés, sous-rémunérés. Et en fait,
c'est un peu l'exception que ça nous ait sauté à la figure et qu'on se soit rendu compte, en effet, de cette espèce de fossé béant entre, d'un côté, des métiers dont on s'est rendu compte qu'ils étaient absolument essentiels et leur sous-rémunération. Parce qu'avant, tout le monde s'en fichait. Et là, tout d'un coup, ça nous a sauté aux yeux. Le vrai problème, c'est qu'il s'est rien passé après. Ça, c'est complètement sidérant. L'autre jour, je faisais une co-présentation, enfin un débat avec Vincent Jarousseau, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Les femmes du lien, qui est un travail consacré aux aides à domicile, aux AESH, à toutes ces femmes qui ont des métiers qui consistent à s'occuper des autres, qui ont des salaires absolument effrayants. Dans le rapport qu'elles ont rendu sur les travailleurs de la deuxième ligne, Christine Herel et Sophie Folenfant, donc d'abord elles chiffraient ce nombre de personnes à 4 600 000 et elles montraient la faiblesse des rémunérations, en effet. Une moyenne d'à peu près 11 000 euros net annuels, avec des pointes vers le bas, précisément pour les aides à domicile, autour de 8-9 000 euros de revenus annuels nets par an. Donc vraiment des rémunérations effrayantes et évidemment des conditions de travail très difficiles, des conditions de conciliation très difficiles, des gens qui ont une amplitude horaire absolument gigantesque, elles commencent très très tôt le matin, finissent très tard le soir, elles sont à temps partiel, les trajets, les temps de transfert, de déplacement ne leur sont pas payés, etc., etc. Donc comment on en est arrivé là ? À mon avis, on en a toujours malheureusement été là. On n'a pas eu souvent, même jamais, sauf parfois avec, par exemple, les grèves de l'hôtel Ibis pour les femmes de chambre, quelques révoltes comme ça, un peu circonscrites. Justement, mais on n'a jamais eu de... Je pensais à ça, Ouais, oui. oui. Justement, est-ce que peut-être, ce n'est pas du tout pour les incriminer, mais peut-être qu'un mouvement de femmes qui n'interdirait pas la présence des hommes, un mouvement massif de grève. On a parlé des formes d'engagement. Comment les femmes sont engagées, Julien Rivoire, dans l'action syndicale ? Est-ce qu'on a des chiffres sur leur niveau d'engagement par rapport est-ce qu'on a des chiffres genrés, on va dire, sur l'action syndicale ? Alors, cette question-là, oui, elle est chiffrée. Alors, ça va dépendre forcément des milieux. On n'est pas encore au niveau. Alors, en termes de responsabilité, et c'est aussi une responsabilité syndicale. Dominique Méda a évoqué l'élection et l'accession au secrétariat général de la CGT de Sophie Binet. Donc, c'est la première fois. Oui, CGT créée en 1895. Exactement. Donc, c'est la première fois qu'une femme accède. Ce n'est pas la première fois dans une grande organisation syndicale. La CFDT a été dirigée par Nicole Notat, la FSU a eu des femmes à sa tête, mais bon, dans un secteur très féminisé. Donc voilà. On a des femmes syndiquées, mais c'est quand même corrélé, et fortement, mais c'est très corrélé quand même au type de métier. Je crois que Dominique Méda pointait, c'est aussi que les femmes sont majoritairement dans des secteurs où la précarité est très forte, et on sait que le syndicalisme dans ces secteurs-là est plus difficile, est tout simplement difficile parce que la situation de précarité rend plus compliqué le fait de se syndiquer par peur notamment de la pression du patron, etc. Enfin, voilà. Donc on a en termes de syndicalisation, je ne vais pas vous donner des chiffres là parce que je les ai pas sur l'ensemble de la population active. Ce qui est certain, c'est que le syndicalisme a besoin de travailler davantage sur la question de l'accession aussi aux responsabilités syndicales des femmes. C'est aussi comme ça que le syndicat changera. C'est en cours, je crois, quand même, dans des organisations que je connais bien, mais on est... je veux dire, c'est en cours. On n'a pas du tout atteint une situation satisfaisante, loin de là. Il y a eu aussi des débats, et là, on a eu plusieurs articles. Il y a un MeToo syndical qui sort. Il y a aussi la question des violences sexistes et sexuelles qui existent dans les univers syndicaux comme ailleurs. Bon, donc il y a un travail qui est fait pour permettre davantage d'accession aux responsabilités, lutter contre les violences, mais on n'est pas encore au niveau. Il faut se l'avouer pour pouvoir travailler et progresser. Oui, mais si je peux allez-y.
Je peux juste ajouter quelque chose bien sûr. un retour sur les travailleuses. Le problème, c'est que ces travailleuses, elles sont pas du tout organisées, elles sont complètement atomisées, elles sont jamais en collectif en fait, en raison même. Alors, c'est pas le cas quand elles sont ensemble sur des lieux comme par exemple celles qui travaillent dans les hôtels, mais je pense aux aides à domicile et à d'autres comme ça qui sont isolées. Là, elles sont absolument pas syndiquées et elles peuvent même pas imaginer discuter ensemble et je sais bien que les syndicats essayent d'aller s'implanter auprès de ces personnes, mais c'est très 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 difficile et là on a un véritable problème. Et on peut à ce titre... Allez, j'en prie, Julien Rivoire. Non, juste à ajouter, parce que ça fait le point avec ce que vous posiez comme question sur les formes d'initiative. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est à l'échelle mondiale, c'est la vague féministe qui traverse l'ensemble des pays et qui s'incarne, y compris dans ce qu'on a appelé les grèves féministes. Alors en France, on n'est pas, mais le 8 mars dernier, il y avait un appel d'une partie des organisations syndicales à une grève pour le 8 mars qui pointe le fait que notamment sur les inégalités salariales, etc. Mais en Argentine, les 8 mars depuis plusieurs années sont des mars massifs avec la question centrale autour de la grève des femmes. Ça a eu des répercussions en Suisse, en Espagne, dans des mouvements importants. Et donc là, je crois qu'il y a aussi sur la question du travail des femmes, un mouvement, une lame de fond féministe, comme on l'a vu sur les violences sexistes et sexuelles, qui est en train d'émerger. Il faut espérer que ça nous traverse encore plus en France, comme ça traverse d'autres sociétés, notamment en Amérique latine. Et on peut peut-être à ce titre se réjouir indirectement du moment qui nous est donné avec cette réforme des retraites, qui voit aussi cette irruption de tous ces travailleurs, travailleuses essentielles qui ont longtemps été invisibilisés, et vous le soulignez, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une action collective du fait de l'atomisation de leur situation d'emploi, etc. Et on voit que, vous l'avez également dit, que pour le moment rien n'a été fait, que le président Macron a beau nous avoir dit qu'il faudra se rappeler de ces métiers que notre économie rémunère si mal, pour le moment rien n'en est fait. Je voulais passer peut-être de l'autre côté du spectre social avec vous, Dominique Méda, et si vous pouvez réfléchir avec nous et nous permettre peut-être d'objectiver des dynamiques silencieuses qui seraient aujourd'hui un peu à l'œuvre sur le marché de l'emploi. On parle dans les médias du big quit, du quiet quitting, on remet en question de plus en plus le sens au travail. On voit des jeunes qui interpellent les formations, leurs universités, leurs grandes écoles pour faire en sorte que l'emploi et le travail soient plus compatibles avec les enjeux écologiques. Est-ce que vous auriez des données objectives qui nous permettraient de clarifier ce sujet ? Alors, je trouve que justement, on n'a pas grand-chose et surtout, on n'a pas grand-chose de mobilisable, parce qu'il y a eu cette enquête qui moi m'a énormément gênée de la Fondation Jean Jaurès intitulée Une épidémie de flemme et qui donc faisait un mélange quand même pas très heureux entre le fait que les gens commandent de plus en plus depuis leur canapé, donc l'ubérisation de la société, les livreurs à vélo et tout ça, d'une part, et d'autre part l'idée que les gens seraient fatigués et donc seraient devenus paresseux. Alors je crois qu'il faut faire très très attention à ça, et il s'appuyait pour ça sur une enquête dans laquelle on demandait aux gens si le travail était pour eux important, et comparait aux chiffres de 90, donc il disait il y a une énorme rupture depuis le Covid, le travail n'a plus aucune importance. Moi je suis très 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 méfiante par rapport à ces chiffres-là. Je pense que plutôt qu'une rupture, il y a une accentuation des tendances. Moi, j'ai beaucoup exploité les enquêtes autour du rapport au travail depuis une vingtaine d'années, et ce qu'on voit depuis longtemps, c'est à la fois que les attentes qui sont placées sur le travail sont très importantes, y compris chez les jeunes. On attend beaucoup du travail, on attend un revenu bien sûr, mais aussi de l'épanouissement, de la réalisation de soi, un travail intéressant, une bonne ambiance de travail, mais que malheureusement, les conditions de travail sont absolument pas au niveau, et donc il y a une énorme
une énorme déception. Et que du fait de cette déception, en partie, les personnes souhaitent que le travail, mais aussi pour mieux concilier la vie professionnelle et personnelle, les gens déclarent aussi qu'ils aimeraient bien que le travail prenne moins de place. Donc, on a en même temps de fortes attentes placées sur le travail et l'envie que le travail prenne moins de place. Puis on a aussi envie de travailler mieux. Et je crois que je voulais y revenir dans notre conversation. Je crois que un des grands intérêts de cette lutte contre la réforme des retraites, c'est de mettre vraiment en plein milieu de la place publique la question du travail et de la crise du travail. Parce que jusqu'à maintenant, tout ça a été un peu, non pas tabou, mais quand même très très peu développé. Et les médias s'y intéressaient pas du tout. Et là, tout d'un coup, moi, ça fait plusieurs fois qu'on m'invite, y compris sur des médias un peu importants, pour parler de la crise du travail. Ça, c'est quand même absolument passionnant. Et ce qu'on voit, c'est qu'en effet, il y a une énorme crise du travail. C'est-à-dire là, la dernière enquête de la DARES qui nous dit que 37% des actifs occupés pensent qu'ils ne vont pas pouvoir tenir dans leur emploi jusqu'à la retraite, c'est un chiffre absolument énorme. Et surtout, il traverse toutes les catégories sociales, parce que c'est 39% des ouvriers et des employés, mais 32% des cadres, beaucoup des femmes et des femmes aussi avec enfants. Donc voilà, l'idée qu'il y a une crise du travail devient un sujet. Je crois que le gouvernement l'a compris. En fait, il a pris ça dans la figure. Il a pris la réalité de la mauvaise qualité des conditions de travail. Il l'a pris en fait en pleine figure parce que ça lui avait échappé ou il voulait pas s'en occuper. D'autant plus qu'on sait que 44%, on observe un taux de détresse psychologique qui touche 44% des employés français. Donc on voit bien que la santé au travail est largement interrogée et que cette crise du travail est une dynamique qui traverse la société française. Julien Rivoire, oui. une réaction peut-être à ce sujet? Oui, parce que je ferai un tout petit détour par rapport à ce que disait Dominique Méda tout à l'heure sur l'importance de travailler un plan sur l'emploi, etc., que je partage à 100% évidemment. On a, je crois que c'était la première alliance réellement entre syndicats et associations écologistes en 2016, après la COP21, construit un rapport pour 1 million d'emplois pour le climat. C'était quelque chose d'important qui permet de montrer, de sortir du dilemme entre emploi et écologie, de montrer combien la bifurcation écologique peut être bonne pour l'emploi. On le fait aussi dans l'Alliance écologique et sociale, dans le plan de rupture, où on a sorti un document « Pas d'emploi sur une planète morte ». Pour autant, je pense qu'il faut qu'on travaille davantage, nous, syndicalistes aussi, à articuler cette question de l'emploi avec le travail et la démocratie au travail. C'est-à-dire que derrière l'emploi, il y a la question du travail qui se pose. Dit autrement, on ne va pas réussir à convaincre et à emmener largement plein de salariés en leur disant qu'ils travaillent dans tel ou tel secteur, mais pas de souci, vous inquiétez pas, demain vous allez pouvoir, vous allez avoir un statut garanti et un bon emploi dans un autre secteur. Bon, même si on accompagne cela de garanties, d'un statut qui permet de conserver ses droits aux revenus, etc. Parce que Dominique Méda l'a très bien dit, je crois qu'il y a aussi une aspiration. Enfin, je veux dire que le travail, c'est aussi un engagement, il y a une subjectivité autour du travail, il y a une source de fierté, il y a aussi les liens sociaux qui se jouent, bien sûr, mais la question de la fierté au travail, dans ce qu'on met, dans le sens qu'on peut donner à sa production, c'est essentiel, il faut qu'on arrive à y répondre. Et pourquoi je faisais le lien avec la démocratie au travail, c'est que la bifurcation écologique, elle se passera pas si on n'arrive pas à travailler la question du pouvoir des travailleurs et des travailleuses dans l'orientation qui est donnée à la production, pour donner aussi, je pense, pour engager effectivement un mouvement de fond et donner un caractère désirable à ce projet de bifurcation. Alors ça passera, et là-dessus on a des propositions, mais qui restent à mon avis assez évanescentes. Alors bien sûr sur des droits plus importants dans des CHSCT, dans des CSE, etc. Mais je crois qu'il faut qu'on arrive à travailler ça
pour aussi montrer combien la bifurcation, elle va se faire avec les salariés, quels que soient les secteurs concernés, et qu'on ne peut pas juste le déléguer. Alors bien sûr, on ne déléguera pas à des actionnaires, qui de toute façon, c'est pas leur fonction. Leur fonction, c'est en général de chercher à s'enrichir, mais on ne peut pas le déléguer non plus complètement à l'État. Voilà. Et là, il y a quelque chose à travailler, à mon avis, de notre côté syndical. Oui, je suis complètement. Je sais, vous devez partir, Dominique Méda, c'est ça? Oui, mais je voulais dire que je suis complètement d'accord, et je voulais très bien sûr poser votre dernière question, il n'y a aucun problème, mais je voulais dire que je suis complètement d'accord. Nous, dans un bouquin récent qu'on a appelé le Manifeste Travail, démocratiser, démarchandiser, dépolluer, on a repris l'idée d'une de mes collègues belges qui s'appelle Isabelle Ferreras, qui va encore plus loin que la codétermination, hein, qui parle de bicaméralisme. L'idée étant, alors ça va peut-être vous paraître un peu utopique, mais que voilà, il y a deux parties constituantes de l'entreprise. Et donc, il faut qu'il y ait une chambre des travailleurs, enfin des représentants des travailleurs, une chambre des représentants des actionnaires, et que ces deux chambres, d'abord, aient un pouvoir de veto sur les décisions de l'autre, choisissent ensemble le dirigeant et prennent ensemble les grandes décisions concernant l'entreprise. Alors évidemment, ça paraît un petit peu révolutionnaire, mais je crois qu'en effet, on ne pourra pas, notamment entraîner les personnes dans la transition écologique si on ne prend pas en compte leur point de vue. Et finalement, c'est quand même les travailleurs qui sont les mieux placés sur les nouvelles modalités de travail, et aussi, je suis tout à fait d'accord avec Julien Rivoire, sur ce qu'il faut produire, quoi. L'autre jour, je suis tombée en faisant des recherches sur un tract je sais pas, c'était un tract, en tout cas une proposition de la CGT Renault qui disait, et je sais même pas de quand datait ce tract, mais qui était très passionnant, parce qu'il disait, nous, syndicalistes CGT de Renault, ce que nous demandons à l'entreprise, c'est de pouvoir construire un petit véhicule bas carbone, léger et pas cher et accessible aux classes populaires. C'est super intéressant, parce que bien sûr que c'est ça qu'il faut faire. En effet, puis je crois qu'autant on a besoin de nouveaux récits, on a aussi besoin d'utopie. Puis de temps en temps, les utopies se réalisent, donc ça, c'est assez formidable. Une chose, donc moi, allons-y, on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais. Travaillons et nous verrons. Sur cette question-là, je reviens sur cette question des métiers, de l'action syndicale, de la rue, etc. Est-ce que on gagnerait en efficacité, ou en tout cas en efficience, d'agir par secteur? Est-ce qu'on parle de métiers différents? Ou alors vraiment j'allais dire la grande alliance, c'est-à-dire quand on parle des travailleurs, des travailleuses, ou est-ce que chacun doit en plus rajouter une couche au millefeuille dans une disposition, dans des dispositions différentes, puisque en effet chaque métier est singulier, si ce n'est que chaque métier évolue aussi, certains vont disparaître, de nouveaux vont apparaître. Donc quel est finalement quel est l'endroit où on doit peser le plus en termes de stratégie? Est-ce que je peux vous laisser mon collègue vous répondre? Mais bien et sûr. vous quitter, comme je vous le bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie beaucoup pour cette discussion. À bientôt, j'espère. À bientôt. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Julien Rivoire, c'est quoi la bonne stratégie? Alors, c'est quoi une stratégie? C'est une question difficile. Je pense que il n'y a jamais la recette. Par contre, vous posez une question essentielle en termes, qui traverse le syndicalisme depuis 120 ans. Hein. Mais c'est la question du territoire et des branches, je vais dire comme ça, que la question de la bifurcation écologique rebouscule. Bien sûr que on a besoin. Alors, pourquoi je dis les branches et les territoires? Vous avez parlé de secteurs professionnels, où souvent entre les secteurs, c'est des branches, et vous avez dans les grandes confédérations syndicales une organisation du syndicalisme par branche. Bon, et puis vous avez aussi une histoire du syndicalisme qui fait qu'il y a des unions départementales, voire des unions locales, qui rassemblent les syndicalistes, quel que soit leur métier, etc., dans des cadres interprofessionnels. Bon. Un exemple concret, avec l'Alliance écologique et sociale, on a essayé de travailler à un plan de bifurcation pour la raffinerie de Grand Puy. Bon, le bilan, on sait qu'il était quand même difficile de penser une reconversion d'une telle entreprise sans penser
une reconversion de l'ensemble du territoire. Et vous voyez bien que là, suivant comment le syndicalisme est organisé, on est plus ou moins adapté à la situation. Lorsque les moyens syndicaux, le poids militant est principalement dans les branches, et c'est quand même le cas, on va pas se mentir, c'est comme ça que ces derniers temps le syndicalisme s'est organisé, depuis au cours du XXe siècle, avec des logiques. On a parlé des Trente Glorieuses hier, c'est aussi l'émergence de grands secteurs. On a plus de difficultés à répondre. Bon. Et je crois que ça percute aussi une autre difficulté syndicale qui est liée à l'explosion des statuts, une précarité plus grande qui fait que on a moins de cas, des trajectoires professionnelles linéaires sont quand même de plus en plus l'exception, et on va travailler dans un secteur puis dans un autre, etc. Et donc le syndicalisme n'est peut-être pas complètement adapté aujourd'hui à la situation, et je crois que quand on parlait au tout début d'entretien sur comment le syndicalisme s'approprie les questions écologiques, je pense qu'il y a une question qui est non traitée, ou en tout cas qui est peu vue dans les médias, et puis mais et je crois que il y a des barrières institutionnelles, c'est-à-dire de notre fonctionnement, qui pèse un peu et qu'il faudrait réinterroger. Alors, je sais pas si je réponds vraiment complètement à votre question, mais il me semble que c'est en termes de stratégie, je crois qu'on a une difficulté qu'il va falloir interroger côté syndical et réussir à avoir une approche plus territoriale, plus interprofessionnelle et moins par branche. Ce qui ne veut pas dire que des réflexions secteur par secteur, l'exemple de Dominique Méda sur une entreprise, une section syndicale de Renault qui pense son activité demain soit plus bas carbone, c'est un exemple positif, et il y en a. Mais je crois que penser la bifurcation sans penser le bouleversement que ça veut impliquer, et donc que le syndicalisme ne peut pas juste être dans son couloir. Voilà, chacun dans son secteur. Et à ce titre, Julien Rivoire, on le voit ici sur Radio Anthropocène, finalement, le changement global nous invite à atterrir. Donc, cette pensée du territoire et de la territorialisation, elle est évidente dans les problématiques qui sont liées au changement global. Et à ce titre, je voulais vous interroger. Vous nous avez parlé au départ du fait que le syndicalisme s'était saisi de la question environnementale, notamment sur la question à travers le prisme de la santé, à travers les CHS. Je me rappelle plus du sigle exactement, mais exactement. Moi, je voulais savoir comment concrètement sur un territoire qui peut être confronté à des dynamiques, à des vulnérabilités croissantes, qui vont être impactés par le changement climatique. Comment on embarque très concrètement des travailleurs qui sont aujourd'hui dépendants économiquement de leur emploi dans une dynamique de redirection écologique qui implique parfois jusqu'à la fermeture même de l'infrastructure pour laquelle ils travaillent? Ouais. Vous posez la question à laquelle je peux pas vous répondre. Je veux dire que c'est une question, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive, nous, à embarquer, je pense syndicalement. Je parlais tout à l'heure, ce vieux terme syndical de la double besogne, mais on est en plein là. C'est-à-dire que il faut qu'à la fois, je pense, on arrive, nous, à avoir une activité syndicale au quotidien qui soit liée à nos métiers, au quotidien de la boîte, du service, etc. Et voir comment des questions importantes liées à nos conditions de travail sont liées aussi au dérèglement climatique, à l'effondrement de la biodiversité, etc. Alors, exemple très concret, on va avoir des canicules, comment on travaille, des droits de retrait, quelle lutte on mène pour avoir des conditions de travail correctes, d'autres horaires, etc. Tout ça, il faut qu'on le prenne au sérieux. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que c'est un travail quotidien, mais qui peut être une première base d'un éco-syndicalisme. Mais ce que vous pointez là renvoie à ce que évoquait Dominique Méda tout à l'heure, c'est la question d'un plan global de préservation d'entreprises, de stratégie à l'échelle d'un territoire, mais qui peut être parfois de grands territoires, et qui renvoie aussi à des luttes plus politiques. Plus politiques au sens il y a des institutions qui doivent pouvoir répondre à ça, si ce n'est
institutions locales, souvent bien l'État, ou en tout cas de nouveaux droits qui vont permettre de garantir, par exemple, la continuité d'un salaire. Donc, ça serait créer une nouvelle branche de la sécurité sociale professionnelle, permettant à tout à chacun d'avoir un salaire permanent, quelles que soient les évolutions du travail. Ça peut être de nouveaux droits ou une intervention de l'État qui empêche justement ce que vous évoquiez, une entreprise qui va fermer pour cause de profit sans chercher à réfléchir à quelle autre production serait possible avec voilà. Et là, on est à un niveau qui demande et qui est plus difficile, mais parce que qui demande un rapport de force plus puissant à une échelle qui va au-delà du territoire. Et donc, il faut qu'on arrive à articuler à la fois différentes échelles et différentes temporalités, à mon avis, et que ça renvoie à une difficulté, objective là du rapport aux politiques. Oui. Alors justement, pour un peu conclure, j'ai une petite question. Ce n'est pas un piège, mais c'est une question qui nous intéresse tous. Demain, c'est la 10e journée de mobilisation qui réunit beaucoup de citoyens dans la rue, où l'intersyndicale est très forte, très puissante, très présente. Est-ce que les gens sont en forme ? Est-ce que tout va bien se passer ? Je ne lis pas dans ma café. Ça pèse, ça pèse les grèves. Ouais, la motivation est toujours là parce que ça coûte. Ça coûte aux salariés les grèves. Ça coûte. Oui. Voilà. Après, je dirais que le gouvernement nous aide quelque part par sa radicalisation, son obstination à ne rien écouter. Enfin, je veux dire, en tout cas, on parie aussi là-dessus. Mais on va pas lâcher l'affaire. C'est pas possible qu'on lâche là-dessus. Et puis, il y a un enjeu, et j'espère que tout le monde le mesure bien, c'est que par rapport à tous les sujets là qu'on vient d'évoquer, je parlais tout à l'heure de rapport de force, et bien entendu qu'on a besoin de victoire. Et donc là, on a besoin aussi de démontrer à l'ensemble, à nous-mêmes aussi, la force qu'on a pour faire barrage à des attaques sociales, mais pour demain pouvoir engranger des conquêtes sociales et écologiques et pour imposer la bifurcation qu'on veut. On a besoin, c'est quoi notre force si ce n'est notre nombre? Donc on a besoin de ça, on a besoin de renforcer. Et donc j'espère bien sûr que demain il y aura encore beaucoup de monde. On a un gouvernement qui est obtus, qui cherche à fond la criminalisation du mouvement. Ça, je crois que tout le monde l'a bien compris, tout le monde l'a tellement bien compris qu'en l'instant ça marche pas. Voilà. Et on voit encore aujourd'hui que l'intersyndicale, elle tient, et elle tiendra jusqu'au bout. Ça, je crois que faut pas se laisser enfumer par des espoirs d'éditorialistes, je sais pas, de BFM. Elle tiendra jusqu'au bout, c'est depuis le début, on le sent, on le sait. Voilà, y compris, il y a des désaccords entre nous sur la grève reconductible, etc. Mais pour le sujet, là, ça tiendra. Et donc, on ira jusqu'au bout pour le retrait, et on utilisera tous les outils. Voilà, donc là pour l'instant c'est la grève et les manifestations, et on continuera. Et on appelle, comme l'a dit la dernière intersyndicale, à la sagesse du Conseil constitutionnel pour qu'il censure. Mais il faut se le dire là, et vos auditeurs et auditrices doivent bien entendre, que le Conseil constitutionnel, il rend souvent des décisions assez politiques. Voilà. Donc, écoutez, ce qui va se passer demain et la semaine prochaine, ça va peser. Donc, il faut qu'on soit nombreux et nombreuses. Écoutez, je souhaite qu'on soit nombreux et nombreuses. Je vous souhaite tout le courage qu'il faut. Je nous souhaite collectivement une bonne nouvelle. En tout cas, je vous remercie, Julien Rivoire. Et puis, pour ce mercredi d'Anthropocène, je souhaite à nos auditeurs d'avoir passé une excellente journée comme nous. Je remercie mon co-animateur François de Gasperi. Et vous retrouverez tous les podcasts, comme d'habitude, dans les jours qui viennent, donc sur radio-anthropocène.fr. Et je remercie également Thomas, là-bas, derrière, dans son aquarium, Thomas de Radio Bellevue Web. Bonne soirée, merci à vous. Au revoir. Merci à vous, au revoir.
Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine, Chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Vous écoutez Radio Anthropocène. Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon.